Professeur Didier Raoult, pouvez-vous décrire le processus qui a mené à l'émergence de mutants du Covid-19? D'abord, une chose, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'il y a eu un débat, comme les gens ne savent pas de quoi ils parlent, ils s'excitent beaucoup, en particulier sur le rebond, pas le rebond, je me suis trompé, j'ai dit qu'il n'y avait pas de rebond. En réalité, il n'y a jamais eu de rebond. Il y a eu, on le voit très bien sur nos données ici, il y a une première épidémie qui s'est terminée, vraiment, elle s'est terminée. Et puis, il se passe là maintenant une deuxième épidémie avec des hauts et des bas qui correspondent à des mutants différents. Et vous voyez ici, c'est les mutants de la première épidémie et ça, c'est les autres mutants. C'est pas la même maladie. Alors, je sais que les gens qui sont ignorants ou les gens qui ont une vision des virus qui est fausse ne se rendent pas bien compte que les virus sont des êtres vivants. Ils sont des êtres vivants et qui mutent. Et malheureusement, dans l'équipe des gens qui donnent leur opinion, la plupart du temps, les gens ne savent pas du tout. Non seulement ne savent pas du tout, mais pendant à peu près 25 ans de ma vie, je me suis disputé avec les gens qui ne savaient pas ce qu'étaient les séquences de virus, en particulier tous les gens, les ex de l'ANRS, qui à chaque étape mettaient des obstacles à ce que l'on fasse nous-mêmes les séquences, parce que c'est si vous faites vous-même les séquences que vous voyez que il n'y a pas une séquence de virus. Quand on vous donne une séquence de virus, en réalité, ce qu'on vous donne, c'est une séquence que nous, on appelle démocratique. C'est-à-dire, on vous dit, la séquence qu'on vous donne est celle pour laquelle il y a la majorité des bases qui sont comme ça. Mais en réalité, si vous faites des séquençages un peu profonds, c'est-à-dire que vous séquencez l'équivalent de 300, 400, 500 virus, vous commencez à voir ce qui a été appelé pour le virus du sida des quasi-espèces, qu'on voit très fréquemment dans les virus à ARN. C'est-à-dire qu'on voit qu'il existe plusieurs virus à la fois et qu'il y en a un qui risque d'être sélectionné. Par exemple, nous, récemment, on a fait un séquençage profond pour quelqu'un qui était détecté comme ayant le variant dit anglais, dont je vais vous reparler. Et quand on faisait une séquence profonde, on voyait qu'il avait 30% de ce variant anglais, qui avait cette mutation, il avait 70% du plus habituel, qu'on appelle nous le Marseille 4, qui est celui qui sévit en ce moment. Donc, bien sûr, les virus changent, et en fonction de leur changement, eh bien, ils sont susceptibles, quand ils ont changé, qu'ils sont suffisamment différents de ceux de la première épidémie, de causer de nouvelles épidémies. Bon. Donc, ce qui veut dire que on pensait que ce virus avait des mécanismes de réparation tels qu'il n'y aurait pas de variant qui apparaîtrait rapidement. C'est pas vrai. Ces mécanismes sont dépassés pour de multiples raisons. Parmi les raisons dont je vais parler, il y a celle d'un réservoir animal domestique. Et je vous rappelle que je parlais le 5 mai de réservoirs animaux, en particulier domestiques, avec le risque des animaux domestiques. Je ne savais pas qu'il y avait des élevages de visons aussi répandus, ni même qu'il y en avait en France. Et dès août, j'expliquais que ce que nous voyions en France, c'était des mutants. Alors, les gens qui ne font pas de séquence ne savent pas ce que c'est que les mutants, mais ils ont une opinion quand même, parce que c'est l'habitude qu'on a, en particulier, qui est révélée dans ce Covid, c'est le nombre de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, mais qui le disent quand même à la télévision, ou parce qu'ils pensent que l'autorité du fait qu'ils ont été nommés à un poste à un autre leur donne une autorité scientifique, ce qui est fantasque. Vous voyez, c'est comme si, je ne sais pas, le ministre de la Culture, d'un coup, commençait à dire que finalement, Léonard de Vinci, ça ne valait rien. Je ne sais pas en quoi il est qualifié, parce qu'il a été nommé ministre de la Culture pendant 2 ans pour avoir une opinion sur la peinture ou sur la musique. Il donne son opinion comme individu, mais il n'a pas d'autorité pour juger ça. Il ne va pas déterminer la beauté de la peinture ni la qualité de la musique. Et s'il se passe ça en science, qui est une chose qui est vraiment très effarante. Enfin, revenons un peu à la science, justement, en essayant de simplifier beaucoup ce que nous avons, et puis ce travail, cette présentation, mais qui est très scientifique, qui a fait Étienne de Crowley sur notre site. Qu'est-ce qui se passe dans ce virus ? Parmi les choses qui se passent, eh bien, on a repéré qu'il y a une protéine qui s'appelle Spike, qui est la protéine qui interfère avec nos cellules, une des protéines qui interfère avec nos cellules pour rentrer dans nos cellules. Cette protéine Spike, c'est cette protéine qui a beaucoup varié et qui donne, qu'on voit sur cette image,
des coronavirus qui sont plus ou moins associés avec tel ou tel animal. Et vous voyez que les coronavirus, c'est extrêmement fréquent. Et donc, il y en a qui sont spécialisés dans l'humain, dans le chien, dans le chat, dans le lion. Et puis, d'autres qu'on voit chez les furets et chez les visons, d'autres chez la souris, d'autres chez les hamsters. Voilà. Et celui que nous, on voit actuellement se diffuser d'une manière très très importante, qui cause presque tous les cas français, c'est l'un dont personne ne parle, parce que il faut reconnaître que les gens, ici, n'ayant pas la culture du tout de la variation des virus, ont attendu que les Anglais disent qu'ils avaient un variant pour découvrir qu'il y avait des variants. Et donc le variant qui est ici, tout le monde s'en fout, parce que personne n'est capable de se rendre compte qu'il y a un variant ici, alors qu'il représente entre 70 et 90% des infections depuis septembre. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Je sais que personne n'est prophète dans son pays. On a probablement été les premiers au monde à repérer qu'il existait des nouveaux variants dans cet épisode européen, que c'était des variants qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passait avant. Et vous voyez, il se trouve juste entre un mutant, donc c'est le petit 477, entre le 468 et le 484, l'un qui est connu chez le vison et l'autre qui est connu chez l'homme. Donc c'est pas étonnant qu'il apparaisse là et qu'il ait cette possibilité d'infecter le vison et l'homme. Et c'est la raison pour laquelle nous on spécule qu'il vient du vison. Malheureusement, la seule séquence du vison qui a été faite dans ce pays, on n'a pas droit à avoir l'accès à ça pour vérifier. C'est dans le truc, parce que quand même il y a une obscurité dans les données qui sont recueillies au niveau de ce pays par les autorités qui est invraisemblable. On n'a pas droit à avoir accès à ces données. Moi, elles sont toutes publiques, mes données. Tous nos génomes complets, ils sont sur J7, tout le monde peut les regarder, mais moi je ne peux pas voir le génome du vison, bien que j'ai demandé à toutes les autorités. Enfin, peu importe, on finira bien par l'avoir quand même. Donc le mutant anglais, il est ici, là, sur celui qui est appelé anglais, il est ici sur le 501, sur la mutation 501, qui est une mutation donc, qui n'est pas particulièrement, elle, liée au vison. Moi, je continue à avoir l'hypothèse que ces mutants ont été générés par le remdesivir et les anticorps humains qui ont été injectés, parce que les anticorps, maintenant, on le sait, il y a un papier qui a été fait par une des stars de la microbiologie, qui est Rappuoli, qui a montré que si on cultivait ce virus avec des anticorps rajoutés, eh bien, on sélectionnait des virus qui étaient résistants aux anticorps qu'on avait mis. Donc ça marche très bien. Et pour la remdesivir, c'est pareil. Nous, on a ça dans mon laboratoire avec Bernard Escola, qui est en train de montrer que c'est extrêmement facile d'avoir des résistances à la remdesivir. Et donc, il avait été montré que la remdesivir était mutagène sur les coronavirus, avant l'apparition de celui-là, et sur Ebola. Donc, on savait que c'était des agents mutagènes. Et donc, il y a une publication que je rappelle, qui est dans le New England Journal of Medicine, où on montre, bien que ce soit le New England Journal of Medicine qui a passé son temps à faire la publicité pour la remdesivir, on montre que chez un patient qui a eu 4 fois des traitements par le remdesivir parce qu'il était un porteur chronique, il n'a jamais été guéri, ça ne marche pas, et que deuxièmement, on était arrivé à avoir des séquences et des variants considérables sous l'influence du remdesivir, donc qui ne marche pas, et qui a aidé, probablement avec l'aide des anticorps qui ont été donnés, à sélectionner des mutants dont le devenir est imprévisible. Les mutants, vous ne pouvez pas savoir à l'avance s'ils vont être dangereux, pas dangereux, contagieux, pas contagieux. Mais en tout cas, c'est une source importante. Et donc, j'ai résumé ça sur ce deuxième tableau qui est peut-être plus simple. Vous voyez, la 477, qui est celui qui circule actuellement, se trouve dans un site dans lequel les mutations sont associées à des pathogènes humains et à des pathogènes de vison, ce qui me laisse penser que ça vient du vison. Le 501 est ici, c'est pas un vison, c'est une souris qui est ici, à côté. Et vous voyez, ça, c'est la molécule, vous voyez, du spike. Et vous voyez ici, où se trouve le 477, le 501 se trouve là. Donc, voilà les données que nous avons sur les variants. Alors, quelle est la conséquence de ces variants ? Est-ce que c'est vraiment plus épidémique ? Est-ce que c'est plus dangereux ? Je ne sais pas, il faudra voir les données. Encore une fois, si on revient sur nos données,
qui ont été très négligés parce que personne ne voulait accepter l'idée que c'était une nouvelle épidémie avant qu'il y ait les observations anglaises. Tout ce qu'on faisait nous, ça ne comptait pas. Ce que l'on voit là quand même, c'est que cette épidémie-là, avec ce variant 4 qui a commencé en septembre, est quand même beaucoup plus longue, beaucoup plus épidémique, et par la force des choses a tué plus de gens parce que la proportion des gens morts et leur âge et leur condition est la même. La moyenne d'âge des gens qui sont morts, c'est 80 ans. Mais comme ici, ça a duré 1 mois et demi et que ici, ça dure depuis septembre jusqu'à janvier, il y a beaucoup plus de morts. Donc cette épidémie-là est aussi beaucoup plus contagieuse, par définition, dure beaucoup plus longtemps que la première épidémie que nous avons. Et donc, je pense que ce qui se passe avec le mutant anglais, je ne suis pas très inquiet par l'existence de ce mutant anglais. Alors ce mutant anglais, on en a eu ici, bien sûr, de gens qui sont venus d'Angleterre, ça passe par les frontières. On en a eu qui sont venus du Liban, ça flambe au Liban, à peu près, on travaille avec les Libanais, à peu près la moitié des cas que nous avons eu de séquences du Liban étaient des mutants anglais. On en a eu qui sont venus de Dubaï. On en a eu une qui a attrapé ça à l'aéroport, sans voyager. Ça arrive, hein, dans les aéroports, bien sûr, les choses circulent. Voilà, on a eu aussi, il y a un dérivé il y a d'autres mutants qui ont cette mutation, mais qui n'ont pas les autres modifications dans le génome identiques à celle du mutant anglais, qui sont le mutant sud-africain et brésilien. Donc ça, on en a de gens qui viennent des Comores, parce que le mutant sud-africain est passé assez facilement aux Comores. Si vous connaissez un peu la géographie, vous pouvez le comprendre, c'est pas très loin. Et puis on a encore d'autres mutants nouveaux qui ont cette mutation et qui n'ont ni le génome des Brésiliens et des Sud-Africains, ni celui des Anglais, qui sont encore d'autres nouveaux. Ceux-là, on ne sait pas ce qu'ils deviendront. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est un virus qui mute et que donc on verra plusieurs mutations et que la vie avec ce virus, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, il va falloir peut-être à cette occasion reprendre des leçons de base pour comprendre comment les choses se passent et les gérer en prenant compte de la leçon de la dernière année. Est-ce que ces mutations peuvent avoir des conséquences quant à l'efficacité du vaccin, des vaccins ? C'est une très bonne question et ça va dépendre de quel vaccin nous parlons. Il y a dans la science occidentale une dérive réductionniste qui est dangereuse. C'est-à-dire de dire, écoutez, voilà, puisqu'on sait, qu'on croit savoir, en réalité, que c'est la protéine spike qui est essentielle, qu'il n'y a qu'elle, on fait des vaccins avec la protéine spike. Et donc ça veut dire que c'est comme si vous jouiez à la roulette et que vous mettiez le paquet sur un numéro. La chance que ça marche, alors si ça marche, tant mieux, vous gagnez le bingo. C'est ce qui s'est passé, hein, il va gagner beaucoup là. Mais la chance que ça ne marche pas est plus grande que si vous jouez rouge et noir, vous voyez, ou si vous jouez petit-grand, ou pair-impair, je ne sais pas très bien, je ne suis pas un spécialiste de la roulette. Et donc, c'est plus dangereux de tout baser sur Spike que... Et d'ailleurs, je m'excuse, les Chinois qui sont plus malins que nous, ils n'ont pas du tout fait ça comme vaccin. Ils ont fait un vaccin qui sont des virus inactivés dans lequel il y a le virus entier. Donc si le spike ne marche pas, on peut espérer que la protection qui serait donnée par les autres protéines, les protéines qui répondent comme ça, on appelle ça les épitopes, permettrait d'avoir une protection relative. Est-ce que si vous misez tout sur le spike, si le spike change, alors vous avez tout perdu. Est-ce que si vous avez toutes les protéines, peut-être que vous êtes moins spécifique, mais vous ne perdez pas tout s'il y a une protéine qui change. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose ? C'est compliqué. Vous voyez, sur cette image, on voit les protéines, les épitopes, dont on sait qu'ils sont des cibles des anticorps. Donc, si on met des anticorps pour neutraliser, eh bien, voilà ce que sont les cibles. Et donc, vous voyez que ce n'est pas par hasard qu'on retrouve la 477, qui est celle que nous, on a appelée Marseille 4, qu'on a découvert en premier,
vous avez la 501, d'accord, qui sont deux cibles de la réponse aux anticorps. Donc ça veut dire que si vous changez cette cible-là, vous risquez d'avoir les anticorps qui marchaient, ne vont plus marcher. Et peut-être pour celle-là aussi. Alors, ça a été vérifié sur ce travail. C'est toujours des travaux qui ont été présentés par Étienne de Crowley. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si vous mettez effectivement la 501, ce qui se passe, si vous changez la 501, ce qui se passe, c'est les anticorps qui ont été générés par des patients vaccinés ne marchent plus. Donc ça veut dire que la possibilité, si l'immunité donnée par la vaccination est seulement une immunité donnée par les anticorps, ça ne marchera pas. Et donc si vous faites des transfusions de plasma avec la première épidémie et que vous avez un mutant anglais, ça ne marchera pas. Si on peut extrapoler à partir des données scientifiques à ce que nous voyons, mais c'est plausible en tout cas. Voilà, donc ça pose une question, et donc ça permet de revenir, ça comprend, ça explique une espèce d'affolement récurrent qu'on voit chez les gens qui se trouvent à prendre des décisions actuellement qui doivent être plus calmes. C'est qu'il n'y avait pas de baguette magique avec le remdesivir qui a probablement aggravé le problème épidémique. En tout cas, c'est mon interprétation. J'espère qu'on ne va plus en prescrire. Enfin, il faut arrêter. Ça ne marche pas. On a la preuve que ça ne marche pas. Et ça favorise les mutations. Il faut arrêter. La deuxième chose, effectivement, je pense qu'il faut éviter d'avoir des foyers de multiplication d'animaux domestiques, en particulier les visons. Il faut arrêter. Il faut surveiller de près les porcs parce qu'on ne se retrouve pas avec une émergence chez les porcs. Et puis maintenant, il faut revenir à la médecine. C'est-à-dire qu'il faut détecter les patients. Il faut... Alors, on a de nouveaux éléments pour éventuellement les surveiller. Alors, c'est pas autorisé comme matériel médical, mais vous voyez, c'est des montres chinoises. Celle-là, je l'ai payée 35 €. Et cette montre chinoise, elle vous donne le pouls, la température, la saturation d'oxygène, la fréquence respiratoire. Elle vous fait un électrocardiogramme qu'elle peut envoyer sur votre téléphone portable, que vous pouvez envoyer au médecin, et elle vous interprète l'électrocardiogramme en vous disant, vous savez, l'espace QT, ce qui est devenu à la mode avec l'hydroxychloroquine, ou les anomalies cardiaques, il y a des anomalies cardiaques qu'elle va détecter, et vous signaler à votre médecin. Et donc, si vous êtes positif, et qu'on vous prend en charge, et que... vous avez ça, vous pouvez être surveillé à la maison et appeler votre médecin parce que vos constantes peuvent être surveillées en permanence. Ça, c'est moderne. Donc, on va s'en sortir avec la technologie. C'est la technologie. Et puis, il faut arrêter, ce gouvernement doit arrêter de faire la guerre aux traitements qui ne sont pas le remdesivir. On doit nous laisser la possibilité d'utiliser et de tester. Moi, j'ai même des projets de recherche qui sont rejetés dans ce pays pour pouvoir évaluer des médicaments qui ne coûtent rien. Il faut s'arrêter. Il faut il faut tourner une page. Le Conseil de l'ordre doit nous protéger plutôt que nous attaquer. Moi, je suis harcelé par le Conseil de l'ordre parce que je soigne des malades et parce qu'on a soigné 14 000 malades ici. Ça suffit. Le Conseil de l'ordre ne devrait pas être quelque chose qui est juste aux ordres incompréhensibles de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est pas le Conseil de l'ordre qui va dire la science. Il est sorti un arrêté en décembre. Maintenant, ça va être le Conseil de l'ordre qui va dire ce qui est scientifiquement établi. Mais vous rigolez, ce Conseil de l'ordre, prenez tous les gens qui sont là, vous les comparez ce qu'ils ont fait dans leur vie par rapport à ce que j'ai fait dans la thérapeutique des maladies infectieuses. C'est eux qui vont me dire ce que je dois faire. Et j'espère bien que les confrères comprendront. C'est nous qui avons mis ces gens en place en les élisant. On va avoir des élections. Il faut faire attention, il ne faut pas remettre les mêmes. L'analyse qui a été faite par la Cour des comptes du Conseil de l'ordre est une analyse qui est terrifiante. Le gouvernement aurait dû prendre des mesures radicales pour remettre ça dans l'ordre. Et ensuite, la fonction du Conseil de l'ordre, c'est de régler les différends déontologiques entre les confrères et entre les patients et les médecins. Ça n'est pas de faire régner un ordre ponctuel fait par un ministre de passage, parce que les ministres de la Santé, ça dure 2 ans et demi. Ça n'a pas une connaissance intrinsèque de la vie ni de la science, il faut être modeste. D'accord ? Et donc j'espère bien que ça s'arrêtera et qu'on pourra revenir à un monde normal dans lequel
face à une maladie, on va voir son médecin. Les médecins doivent recevoir les malades en prenant les précautions pour ne pas être malades. Et le gouvernement doit leur fournir les masques nécessaires pour pouvoir le faire. Et deuxièmement, ils doivent prendre en charge les gens, les examiner, regarder s'ils ont des facteurs de risque et les prendre en charge. Voilà. Et donc, il faut revenir à la médecine qui semble avoir été oubliée dans l'affolement. Et quant au risque et à la mortalité, écoutez, on verra, je vous en reparlerai, mais globalement, nous, les gens qui meurent ont en moyenne 80 ans, ce qui ne devrait pas changer d'une manière radicale l'espérance de vie qui est déjà de 80 ans. Donc on ne voit pas très bien comment ça changerait l'espérance de vie qui est de 80 ans si les gens qui ont 80 ans meurent. Bien sûr, si on peut prolonger leur vie, et c'est ce qu'on fait avec des moyens techniques aussi, l'Optiflow qui nous permet d'oxygéner les gens sans les envoyer en réanimation. Tout ça, il faut nous servir de la technologie actuelle et de tous les moyens qui sont à notre disposition pour soigner les gens. Et cette espèce de censure sur les médicaments anciens, associée à une incapacité à utiliser les moyens technologiques nouveaux, sont inquiétants. Merci beaucoup.